Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, nous sommes le mardi 6 mai. Aujourd'hui, je vous retrouve pour sortir un peu du quotidien, de l'actualité et vous commenter le thème de M. Jean-Pierre Melville, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a marqué le cinéma français. C'est un grand nom des réalisateurs du cinéma français. Il a laissé des petits chefs-d'œuvre dans le panorama, tels que L'Armée des Ombres, qui pour moi est l'un des plus beaux films qui ait été fait sur la résistance. Certes, il y avait le film de René Clément, La bataille du rail, mais celui-ci n'avait pas la même intensité, je dirais, dramatique et émotionnelle que L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, qui entre autres regroupe une palette de comédiens remarquables tels que Simone Signoret, Lino Ventura, Paul Meurice, Paul Crochet et j'en passe. C'était l'époque où le cinéma donnait de très grands seconds rôles. Alors j'ai envie donc de vous présenter un peu le thème astrologique de Monsieur Jean-Pierre Melville, qui est né, comme vous pouvez le voir, le 20 octobre 1917 à 12h pile à Paris. Alors, ce qui fait de M. Melville un signe de la balance, ascendant Capricorne. Alors, vous savez que j'ai toujours par habitude d'essayer de me représenter le thème astrologique d'une personnalité après avoir repris connaissance de son univers, de ses créations. J'essaye toujours de me dire, tiens, il peut y avoir telle tonalité importante dans son thème, voilà. Et puis après, je passe à la vérification, à la réalité du terrain. Alors, pour Jean-Pierre Melville, quand on connaît son cinéma, c'est un cinéma dans lequel il règne toujours des personnages d'une grande, au fond, solitude. Ce sont des êtres qui se croisent, les destinées les fait se croiser, mais en fait, ce sont toujours des personnages très solitaires, chargés d'une histoire très sombre. L'univers de Jean-Pierre Melville est un univers très lourd, très sombre, un univers qui est quand même très masculin. C'est le monde de la nuit, le monde des âmes tourmentées, le monde aussi de la pègre. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir une tonalité quand même plutonienne, scorpion, martienne, neptunienne également pour le côté très flou, ce côté très protéiforme de certains de ces personnages, voilà. Et puis quand j'ai regardé le thème, j'étais un petit peu décontenancé, parce que je m'attendais à trouver un Pluton, un Scorpion plus fort. Alors on me rétorquera que le milieu du ciel est en Scorpion. C'est vrai que le MC est marqué par la couleur plutonienne et martienne. Il ne faut jamais oublier Mars dans le signe du Scorpion, il a son importance. Et nous avons un Pluton, il est vrai, qui est collé sur le nœud sud, angulaire à l'ascendant. C'est vrai. Donc, on peut dire que Pluton prend une note d'importance puisque il est projeté dans la maison 7, qui est la maison de l'hôte, la manière dont Jean-Pierre Melville, j'allais dire Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Melville, on n'est pas dans le même monde entre Jean-Pierre Mariel et Jean-Pierre Melville, quoique, vous savez, le grand talent de Jean-Pierre Mariel aurait peut-être fait qu'il aurait pu avoir un excellent rôle dans l'univers de Melville. Souvenez-vous, dans Le Cercle Rouge, on y retrouve Bourvil qui tient le rôle d'un inspecteur de police. C'est l'un des rôles les plus sombres dans la carrière de Melville. Et Bourvil a un rôle, on va dire, de contre-emploi. Si tant est qu'on puisse dire des grands comédiens qu'ils ont des rôles de contre-emploi. Bourvil, d'ailleurs, ne voulait même pas accepter le rôle. Il pensait qu'il ne serait pas capable de soutenir ce personnage. Et on voit que Bourvil était un immense comédien puisqu'il interprète ce personnage avec une maestria tel qu'il était d'ailleurs un immense comédien qui avait une palette formidable. Et donc, disais-je, Jean-Pierre Mariel se projette de façon plutonienne vers son alter ego, l'extérieur. Et on voit que la planète qui a maîtrise sur ce Pluton, qui n'est autre que la Lune, eh bien, la Lune siège dans la maison 12, qui est une maison de repli, une maison secrète, laquelle Lune est au trigone quand même de Neptune, et également est au trigone, pardon, de Saturne,
et de Mars. Donc on a une Lune quand même qui maîtrise Pluton, qui est dans la maison 12, au trigone de Saturne. Hein. Donc tout de même ça donne déjà une couleur très très spéciale à cette Lune, hein, qui va marquer toute sa sensibilité. La Lune, j'aime bien l'associer à l'âme. On a une lame qui est jovienne, jupitérienne, et d'ailleurs le maître de la Lune est opposé. On a une opposition qui est en train de se séparer, puisque la Lune avance très très vite, mais on a 7 degrés d'orbe, nous avons donc une opposition qui existe. Et nous voyons que Saturne est sur la conjonction, hein, de la cuspide de la 8 avec un Mars dans la 8. Donc Mars en maison 8, il est chez lui. Alors, dans les vieux manuels d'astrologie, on dit qu'un Mars en maison 8 peut amener dans un destin une mort violente. Il a un Mars dans le signe du Lion, signe de feu, signe qui marque le plan cardiovasculaire, artériel. Or, Jean-Pierre Melville est mort à l'âge de 55 ans. Donc, il est mort tout de même très 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 jeune. Et il est mort d'une rupture d'anévrisme. Et il est mort exactement au même âge que son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Et il était convaincu qu'il mourrait au même âge, et il est effectivement mort au même âge dans un restaurant, où il a été victime d'une rupture d'anévrisme, et on peut retrouver cette cuspide de maison 8 sous la maîtrise du Soleil, dans lequel Mars siège. Alors, je dis toujours que Mars exprime dans un thème la combativité, l'agressivité, le désir, l'action d'une personne. Ce Mars est en 8. Il est très fort dans la maison 8, et il est dans le signe du Lion. Et je dis toujours que quand cette charge martienne ne parvient pas à trouver son objectif extérieur, la pointe de Mars se retourne contre le signe dans lequel elle se trouve, et elle va frapper analogiquement l'organe symbolisé par ce signe. Là, en l'occurrence, le Lion, c'est le cœur et tout le système artériel. Par exemple, un Mars en Cancer va attaquer la zone qui va être liée à l'estomac. En Gémeaux, il va attaquer le système nerveux, les voies respiratoires, etc. Hein, voilà. Et on voit que ce Mars-là a effectivement frappé Jean-Pierre Melville à l'âge de 55 ans, rupture d'anévrisme. Alors, pour revenir maintenant au personnage, nous voyons quand même qu'on a une conjonction Soleil-Mercure en Balance, signature vénusienne dans la maison 9, qui est une maison quand même d'une très très grande exigence. Jean-Pierre Melville était un réalisateur d'une très très grande exigence, qui mettait la barre très haut. On voit que la maison 9 est sous la maîtrise de Vénus, laquelle Vénus est dans le signe du Sagittaire, un signe jupitérien, et au trigone de Neptune et de Saturne. Et cette Vénus-là, au trigone de Vénus-Saturne, en signe de feu, hein, va marquer à la fois l'esthétisme de son cinéma, parce que, attention, son cinéma était très, très maîtrisé. Maîtrisé, on retrouve son ascendant Capricorne, hein, et il est né à 12h pile, mais moi je ne mets pas en doute l'heure, parce que l'ascendant Capricorne lui correspond très bien. C'était un homme très solitaire, qui aimait le monde du silence, qui aimait les grandes étendues, et dans son cinéma, on sent cette solitude qui enveloppe tous ses acteurs, tous ses personnages. Donc, l'ascendant Capricorne, pour moi, correspond parfaitement bien au profil du personnage, et on voit que le maître d'ascendant est encadré par Mars et Neptune, hein, qui marquent bien l'univers, à la fois interlope, Neptune, et ce côté très monde de la pègre, gangster. Mars symbolise les armes à feu, hein. Excusez-moi d'être aussi caricatural, mais c'est un fait. Hein. Et on a d'ailleurs cet Uranus qui est opposé à Mars, qui est un aspect de très très grande tension. Hein. L'homme était, comment dirais-je, passé par des périodes maniaco-dépressives. Quand il a tourné son dernier film, me semble-t-il, Un flic, il avait créé une cabane dans laquelle il s'enfermait et il sortait juste pour faire les réglages, les directions d'acteurs, et il retournait se renfermer dans sa cabane. C'est pour vous dire, hein, le personnage singulier qu'était Jean-Pierre Melville. Alors, cette conjonction Soleil-Mercure, maison 9, vous voyez, magnifiquement aspectée, vous voyez un peu, hein, son Mercure était superbe. Trigone Jupiter, trigone Uranus, sextile Lune et sextile Saturne. Quand même,
un beau Mercure. Hein. Mercure, Trigone, Uranus avec le Soleil avec. Ça donne toute sa singularité, son originalité. Le cinéma de Jean-Pierre de Melville ne ressemble à aucun autre réalisateur. Et il y a une signature Melville, on le sent aux premières images qu'on a un film de Melville. Ça marque aussi sa très très grande indépendance, son goût pour le cinéma américain, Soleil Mercure en Maisonneuve, la maison qui est liée à l'ailleurs, à l'étranger. Son besoin d'indépendance, c'est quand même quelqu'un qui va, comment dirais-je, créer en 1947, il va créer sa propre boîte de production pour devenir complètement indépendant. Il va les ouvrir dans le 13e arrondissement de Paris, au 25 rue Jenner. Maintenant, si vous allez là-bas, vous avez une plaque qui indique que là se dressaient les studios de Jean-Pierre Melville. Donc, il était devenu complètement indépendant et autonome. Il habitait au-dessus et il descendait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour faire ses réglages. Le Samouraï a été tourné en grande partie dans ses studios parce que malheureusement, le 29 juin 1967, il va y avoir un violent incendie qui va détruire tous ces studios. Mais on voit là ce besoin d'indépendance qu'avait Jean-Pierre Melville qui est marqué par cette conjonction Soleil-Mercure au trigone d'Uranus, un Uranus en plus, dans son signe, maître de la 2 qui marque aussi une indépendance sur le plan des revenus financiers. Donc on voit que cet homme n'était pas fait pour traverser dans les clous. Hein. Et sa passion, sa vocation pour le cinéma, il va l'avoir à l'âge de 6 ans, très très tôt. Alors, également, un élément important, il va s'engager dans la France libre en 1942, et c'est durant cette période qu'il va prendre le pseudonyme de Jean-Pierre Melville, et c'est un hommage à l'écrivain Herman Melville et son roman Moby Dick qui avait beaucoup marqué Jean-Pierre Melville, de son vrai nom Jean-Pierre Grimbach, j'aurais dû vous le dire dès le début. Et en hommage donc à Herman Melville, il va prendre le pseudonyme de Melville. Alors Herman Melville, moi je vous invite à lire en dehors de Moby Dick, lisez Bartleby, qui fait partie de mes livres de chevet. C'est un tout petit livre, mais vraiment une toute petite plaquette. Vous lisez ça dans une nuit, mais lisez-le, c'est un livre extraordinaire. Le refus de se soumettre à toute autorité, et Bartleby est un personnage hors norme. Lisez ce livre, c'est une merveille. Lisez-le aux éditions Alia. Hein, voilà, je vous donne des petites notes parce qu'il a été traduit par Jean-Yves Lacroix et c'est l'une des meilleures traductions que j'ai lues. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je reviens à Jean-Pierre Melville. Alors Jean-Pierre Melville, donc, un Jupiter en Gémeaux au trigone de Mercure qui donne son autorité. Jupiter-Mercure. Comment dirais-je, son exigence intellectuelle, sextile à Saturne, son originalité, trigone Uranus, et sextile à la Lune, il a une conjonction Vénus-Lune, là, en Sagittaire. Alors c'est intéressant, la conjonction Vénus-Lune, parce que Vénus est sa planète, hein, également, par le fait qu'il a une conjonction Soleil-Mercure en Balance. Et alors, il avait, comment dirais-je, il luttait contre toute forme de pornographie au cinéma. Ça rejoint cette conjonction Vénus-Lune dans le signe très grand de Jupiter. Et également, cette conjonction Vénus-Lune marque aussi les personnages féminins de ces films. Ce sont des films quand même très masculins. Hein. Les hommes occupent quand même en général le premier plan, hormis dans l'Armée des Ombres, où on a Simone Signoret qui a un rôle formidable, Madame Rose, si j'ai bonne mémoire. Dans Le Samouraï, vous avez Nathalie Delon, qui a un rôle marginal. Bon, certes, vous avez Léon Morin prêtre, avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, si ma mémoire est bonne. Là, on peut dire qu'il y a une égalité dans les personnages. Et puis un flic où il y a Catherine Deneuve, c'est vrai, mais l'univers, quand même, melvillien est très masculin. C'est clair. Bon. Mais les personnages féminins sont toujours préservés. Je veux dire, ils ne sont pas abîmés. C'est comme si les personnages féminins étaient un petit peu des phares, des repères dans ce monde très sombre, très opaque, Neptune, de cet univers melvillien. Hein. Alors, l'homme était loin d'être facile, cette opposition
Uranus, Mars et ce Mercure trigone Jupiter en faisait quelqu'un de très autoritaire, de très cassant, et il s'est brouillé quand même dans sa vie avec beaucoup de monde. Ce Pluton également en 7 marquant des fins dans ses relations. Par exemple, quand il a tourné L'aîné des fers chauds avec Jean-Paul Belmondo, il avait pris en grippe Charles Vanel, et au bout d'un moment, Belmondo ne l'a plus supporté, et il a comment dirais-je, pris à part Melville, il lui a fait sauter ses lunettes et son Stenson, et il a quitté le plateau avec Charles Vanel. Également, le tournage de l'Armée des Ombres avec Lino Ventura s'est très mal passé, puisqu'ils ne s'adressaient pas la parole, et ils avaient un go-between, un intermédiaire, qui transmettait les informations. Donc, et pourquoi il y a eu une brouille entre Ventura et Melville? Lorsque Ventura a tourné Le Second Souffle, à un moment donné, Ventura monte à bord d'un train, et Melville avait dit que Ventura manquait de souffle parce qu'il avait eu beaucoup de mal à monter dans le train. Ventura, qui était un homme très fier, très orgueilleux, n'a pas supporté cette remarque, d'autant plus que Melville, en fin de compte, avait fait accélérer la marche du train, sans prévenir Lino Ventura, ce qui fait que le pauvre Lino était essoufflé et a eu beaucoup de mal à monter. Donc c'était un homme qui organisait des traquenards à ses comédiens pour les mettre en condition. Un peu comme l'a fait également Henri-Georges Clouzot, qui est un autre très grand réalisateur. Et évidemment, sur les plateaux de tournage, il s'est brouillé. Il s'est également brouillé avec son acteur fétiche, son acteur phare, Alain Delon, dans Un flic. Voilà, Un flic étant son dernier film, qui fut un échec au box-office. Donc on a dans son thème, au fond, cet ascendant Capricorne qui joue par Saturne. Saturne qui est carrément dans la 8, entouré par Mars-Neptune. Mars qui est le maître de sa maison 3, qui est une maison qui est liée à l'expression. On voit déjà une expression qui passe par le filtre de Mars, un Mars en Lion. Nature très orgueilleuse, évidemment. Alors cette lune au trigone de Mars lui donnait évidemment un inconscient très fort. Alors vous savez, il travaillait d'une façon très saturno-plutonienne, puisque lorsqu'il travaillait, il travaillait dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il tirait les volets, et il allumait une petite lampe de chevet pour écrire ses scénarios. Il n'y avait pas une once de lumière du jour qui pénétrait son bureau. Il était plongé dans l'obscurité. On voit bien là ce monde quand même, saturno-plutonien qui s'exprime. Et puis c'est vrai, le milieu du ciel qui reçoit le trigone de Pluton, son gouverneur, et qui est marqué par le signe du Scorpion. Donc on pourrait dire que son destin, ce vers quoi il tend, est marqué par une couleur scorpionne et plutonienne. Alors justement, puisque je suis en train de parler de cette note plutonienne qui ressort dans ces films, d'ailleurs on voit, vous voyez, que le Soleil, qui est le maître de cette maison 8, qui est une maison qui est liée au Scorpion à l'origine et à Pluton, ce maître de 8 est projeté dans la 9, dans le signe vénusien. Donc c'est-à-dire qu'il a pris les valeurs de la 8 et il les a sublimées par la création artistique, placée à un très haut sommet d'exigence. Alors justement, puisqu'on parle de cet univers un peu, même pas un peu, assez beaucoup plutonien, on va regarder ce qui s'est passé avec Alain Delon, qui a été son acteur phare. Alors on va faire ce qu'on appelle une synastrie. Voilà. J'espère que vous voyez le thème de Delon et le thème de Jean-Pierre Melville. Delon est à droite. Alors, on va mettre le thème de Delon comme il faut en ballant. Voilà. Donc, voilà les deux thèmes. Donc, Alain Delon, le 8 novembre 1935 à 3h25 du matin. Voilà les thèmes. Alors, qu'est-ce qui les réunit au fond? Bon, certes, le Pluton est en Cancer, mais ça c'est normal. Vous savez que Pluton a été découvert en 1930, donc Alain Delon est né 5 ans après, le Pluton est en Cancer, c'est normal. Bon, on voit quand même que au niveau de la synastrie, très subtil, si on les juxtapose, voilà. On va faire un petit peu de nettoyage dans cette grande toile d'araignée, voilà. Alors donc, vous avez à l'extérieur là le thème d'Alain Delon, et à l'intérieur le thème de Melville. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que le soleil d'Alain Delon tombe pile dans la
maison 10 de Jean-Pierre Melville, vous voyez, au carré de Saturne, au carré d'Uranus. Et puis, on a également la Vénus d'Alain Delon, là, vous voyez, ici, là, qui arrive juste à la frontière de la maison 9 de Jean-Pierre Melville, et l'ascendant d'Alain Delon qui passe dans la maison 9 également de Jean-Pierre Melville. Donc, on voit qu'il y a... Et le Mercure, évidemment, d'Alain Delon, regardez, qui est complètement conjoint, au Soleil de Jean-Pierre Melville. Bon. Puis ensuite, vous avez le Mars Capricorne qui tombe sur le fond du ciel de Jean-Pierre Melville, la Lune Bélier qui est au descendant, vous voyez, ici. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même une juxtaposition qui est très, très intéressante. Alors, que dire de tout cela? Vous savez... Jean-Pierre Melville et Alain Delon avaient beaucoup de complicité. Quelque part, ils aimaient tous les deux le monde de la nuit, le monde de la pègre. Simplement, la différence qu'il y avait entre Delon et Melville, c'est que chez Melville, c'était une vision très esthétique, très en marge. Il restait quand même dans le périmètre, il ne plongeait pas, alors que Delon, lui, était en rapport vraiment avec le milieu. Et c'est ce qui fascinait quelque part Jean-Pierre Melville, parce que Delon, avec son soleil, vous voyez, qui rentre dans sa maison 10, représentait l'homme qu'il aurait aimé être. Donc il y a eu vraiment une complicité très très forte entre les deux hommes, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture qui était inévitable, parce que les deux n'étaient pas des hommes facilement manipulables, et on voit que le soleil d'Alain Delon tombe dans l'opposition Uranus-Mars de Melville, donc cet aspect-là de très très grande tension, qui plus est en signe fixe, et pas des moindres, Scorpion, Verseau, Lion, ne pouvait finir que par une rupture à un moment donné, ou un état de tension où ça ne peut que éclater, ça ne peut pas finir autrement. Et puis Melville, avec ce Pluton 7, c'est mort, renaissance des interlocuteurs. Bon. En plus, on voit que son Pluton est sur le nœud nord. Vous savez, on dit toujours qu'il faut... Le nœud nord, c'est ce qu'on a acquis au départ, donc il est venu avec des valeurs plutoniennes, et d'aucuns diront qu'il fallait qu'il aille accomplir son nœud sud. Son nœud nord, pardon, son nœud sud est ici, veuillez m'excuser, décidément, et son nœud nord est en Capricorne. Bon, on peut dire que son nœud nord Capricorne, il l'a vécu, parce que c'était un homme extrêmement solitaire, il pouvait être taciturne, il pouvait varier, passer d'une valeur vénusienne très agréable à une valeur capricornienne d'un seul coup. L'homme était... il n'était pas très très confortable, comme on dit, voilà. Et vous voyez, avec Delon, il y a eu cette très très grande complicité. Et alors, ce qui est intéressant aussi de regarder dans les synastries, je vous invite à le faire, c'est de regarder le thème composite. Et vous allez voir le thème composite comme il est intéressant. Composite, Delon, Melville. Voilà, regardez. Vous voyez ce thème composite? Alors le thème composite, c'est 2 en 1. Je vous passe les techniques avec les mi-points, c'est trop compliqué. Je ne vous fais pas cette vidéo pour vous faire un déballage technique. Mais voyez, Soleil, Vénus, Mars en Scorpion, maison 12, Mercure en Balance, signe de Vénus. Voilà, regardez le thème composite. On a les valeurs du Scorpion, maison 12, et là je retrouve totalement à la fois le monde de Melville et le monde d'Alain Delon. Voyez, et un ascendant Scorpion par-dessus le marché, qui est au trigone d'un Pluton en maison 8. Alors là, on voit avec le thème composite qu'il y a une merveilleuse fusion entre ces deux hommes, mais alors des fusions, maison 12 Scorpion avec un ascendant Scorpion, et on a en plus un Jupiter qui culmine en Vierge, qui vient inspecter tout ça. Et c'est vrai que tous les deux, Melville et Delon, je vous renvoie à son film, qui est devenu un film maintenant mythique, qui est Le Samouraï. Écoutez, on est bien dans ce monde du Scorpion et de Pluton et de Mars, Le Samouraï. Et tout le film tourne autour d'Alain Delon. Il y a les dialogues sont d'une très grande sobriété. C'est un film qui est culte maintenant. Vous savez que le cinéma de Jean-Pierre Melville, par sa valeur, Jean-Pierre Melville, maison 9, a marqué les Américains. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Robert De Niro, tous les grands du cinéma américain ont été marqués par le cinéma de Melville. On voit là les valeurs de la maison 9. Son soleil, son mercure règne dans la maison de l'étranger,
de l'ailleurs, et lui-même était marqué par le cinéma américain, et le cinéma américain le lui rend bien, puisque Le Samouraï, entre autres, est un film modèle. Dernièrement, l'acteur, c'était... Quel est cet acteur américain qui a vu Le Samouraï et qui est resté absolument fasciné par Delon? Brad Pitt, voilà. C'est Brad Pitt qui a vu le Samouraï et qui est resté complètement bluffé, non seulement par la qualité du film, et l'interprétation d'Alain Delon. Voilà. Donc Melville, il a été à la fois prophète en son pays, comme on dit là, pour le coup, et également prophète à l'extérieur. Et on voit là ces valeurs Maisonneuve projetées, hein, bien reliées à Uranus. Et puis ce Jupiter aussi, voyez. On aurait même envie de lui mettre le trigone Jupiter-Uranus, hein, mais il n'y est pas. Mais on aurait envie de lui mettre, voyez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ne pas faire cette vidéo trop longue. D'autres choses. Alors vie personnelle très secrète aussi, hein, très secrète. Un homme extrêmement cultivé, Mercure en Maisonneuve, très cultivé. Passionnant à écouter. Voilà, donc moi je vous invite à voir tous ces films. Alors il faut savoir également un homme courageux, hein, puisqu'en 1942 il rejoint la France libre, il livre la bataille de Monte Cassino, et c'est durant la bataille de Monte Cassino qu'il se fait la promesse que s'il ressort vivant, qu'il serait producteur et qu'il construirait lui-même ses propres studios. C'était unique à l'époque, hein. En France, un réalisateur qui était complètement autonome et qui avait fabriqué ses propres studios. C'était typiquement américain, hein. Alors maintenant, ça se fait, hein. On sait qu'il y en a plein qui l'ont fait, mais à l'époque, c'était le seul qui faisait ça. Il était complètement autonome, complètement. Et là, on voit ce merveilleux Mercure qui parle de tout ça, hein. Vous voyez, il est splendide, son Mercure. Alors, on rêve d'un Mercure pareil. Tout de même, hein, sous la maîtrise de Vénus, en plus, donc l'artiste, le créateur. Hein. Vénus étant en plus de surcroît maîtresse de la maison 5, qui est elle aussi une maison de création. Vous voyez, donc on voit que ça résonne partout, la petite lumière vénusienne, et une Vénus jovienne, une Vénus jupitérienne, opposée à son maître, donc il y avait une amplitude également, et ça pouvait donner chez lui une extrême exigence, dans son travail d'artiste. Hein. L'opposition est une alternance, vous savez, et ça se fait toujours entre éléments compatibles. Hein. Feu, air, eau, terre, hein, toujours. Hein. Les signes, les oppositions, et puis de l'air et du feu, de la terre et de l'eau, les oppositions. Hein. Toujours, on verrait. Ça se fait par signes complémentaires à chaque fois. D'où le fait qu'une opposition peut être un jeu de balancier et d'alternance selon comment elle est vécue. Et puis lui, il avait ce que j'appelle la résolution dialectique. Il avait des portes de sortie, vous voyez, par Saturne, Neptune à son opposition. Il avait de quoi la nourrir, cette opposition, pour arriver à lui donner une forme. Alors je suis en train de vous parler de Jean-Pierre Melville et je m'aperçois qu'il est né sous le signe Saturne-Neptune. Le cycle Saturne-Neptune est en train de se recréer actuellement ici, là, pour lui. Vous voyez, comme quoi la résonance se fait, vous voyez, né sous le cycle Saturne-Neptune. En Lion également. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, avec Delon, revoir un petit peu la relation Delon, parce qu'elle est intéressante. Alors, Delon aussi, évidemment, ils se sont brouillés lorsqu'ils ont tourné Un flic. C'est un film qui est sorti en 1972 et Jean-Pierre Melville est mort un an après. Ça a été un échec, hein, au box-office, et ça l'avait beaucoup peiné, mais il est vrai que quand on voit Un flic, c'est un film un peu poussif et c'est du Melville qui fait du Melville, quoi. On sent que là, il manque quelque chose. Ça s'essouffle un peu et Delon avait été infernal sur le plateau. Delon lui avait mené une guerre d'enfer, terrible. Et après, ils se sont brouillés, il y a eu une grande rupture. Ça n'a pas empêché Delon, lorsqu'il a appris la mort de Melville, d'être complètement effondré. Voilà, parce qu'il y avait un attachement qui était là. Melville lui a quand même donné des rôles dans Le Samouraï, Le Cercle Rouge, et Un flic, mais surtout Le Samouraï. C'est un film mythique, Le Samouraï.
C'est presque un film sociologique puisque vous avez le vieux Paris, la course-poursuite dans le métro parisien avec les vieilles rames en bois et avec les portillons qui se fermaient. À chaque fois que je revois ce film, moi je repense à mon enfance. C'est le Paris de mon enfance avec ce métro, avec les voitures et les sièges en bois et le portillon qui se refermait. Avec le poinçonneur également. Le fameux poinçonneur des Lilas qui a été immortalisé par Serge Gainsbourg. Voilà la petite note que je voulais vous faire sur Jean-Pierre Melville. Hein, vous voyez que même son fond du ciel est vénusien, regardez. Hein, voilà. Et là, vous savez que pour moi, la 4, c'est les racines de l'être. Ce qu'il a au plus profond de lui, c'était Vénus. Hein, et une Vénus qui était projetée quand même presque conjointe à la 12. Hein. Elle sort de la 11 pour aller dans la 12. Pareil, la maison 11, qui est la maison des appuis, des soutiens, c'est une maison scorpion, une maison plutonienne qu'on retrouve en 7. Donc c'est sa projection, sa façon de voir passer par le prisme de Pluton. D'ailleurs, lorsqu'il donnait rendez-vous à des comédiens, il avait l'habitude de leur donner rendez-vous dans un bistrot parisien. Il s'asseyait et ça donnait devant une sortie de bouche de métro. Et lorsqu'il a rencontré Delon pour la première fois, Delon, c'était au tout petit matin, Delon sortait de la bouche de métro et il le voit arriver et il note sur son petit carnet « Star » quand il l'a vu arriver. C'était le regard typiquement du plutonien qui filtrait et dès qu'il a vu Delon sortir de la bouche de métro, Delon sortait de sa carrière en Italie à ce moment-là. Il avait été complètement oublié en France et il avait besoin de se refaire une santé en France. Et donc, à la fois Henri Verneuil avec Mélodie en sous-sol et Jean-Pierre Melville avec le Samouraï l'ont complètement propulsé, évidemment, au devant de la scène. Voilà, voilà. Et avec le Samouraï, le Cercle Rouge aussi, ce sont déjà les titres. Le Silence de la mer, il avait aussi adapté le roman de Vercors, Le Résistant. Vous voyez, l'Armée des Ombres. Alors là, l'Armée des Ombres, on est en plein dans Pluton. Hein. C'est la résistance. Les résistants que les Allemands qualifiaient de terroristes à l'époque. On est en plein dans un monde plutonien. L'Armée des Ombres, le Cercle Rouge, on est avec Mars. Mars-Neptune, le Cercle Rouge. Un flic, bon bah là il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Le Deuxième Souffle aussi, si vous avez l'occasion de voir le Deuxième Souffle, ça c'est un film extraordinaire avec Lino Ventura. De toute façon, on ne peut pas refaire des remakes des films de Melville, impossible de refaire le Samouraï. Le Second Souffle, ou Deuxième Souffle, je ne sais plus, a été refait avec Daniel Auteuil. Mais bon, Daniel Auteuil est un immense comédien. La question, mais on n'a pas l'atmosphère de Melville, on n'a pas... Voilà, ça fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas du tout. Il manque quelque chose. Dans le deuxième souffle, vous avez Paul Meurice, qui incarne le rôle d'un inspecteur de police avec une classe et un brio extraordinaire. Vous le retrouvez dans l'Armée des Ombres, où il campe une sorte de Jean Moulin. Enfin bon, bref, c'est pas possible. Il y a des créateurs, on ne peut pas toucher à ce qu'ils ont fait parce qu'on va être forcément en deçà. Et avec Melville, là-bas, avec sa conjonction Soleil et Mercure, là, était placé très très haut. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette courte vidéo de monsieur Jean-Pierre Melville. Voilà. Et puis, si vous avez l'occasion, regardez ces films. Bob le Flambeur aussi, ses tout premiers films sont vraiment de grande qualité. Voilà. Plongez-vous dans... Il a donné 3 grands rôles à Belmondo, Léon Morin-Prêtre, L'aîné des fers chauds et Le Doulos. 3 grands rôles à Belmondo. Ouais. Voilà. Ce qui font partie dans son panorama cinématographique de ses plus grands rôles. Hein. Voilà. Et puis après, il a eu également Un singe en hiver avec Gabin, le film de Verneuil aussi. Ça a été des films... tremplin. Belmondo a un début de carrière assez fulgurant, ça correspond bien à son thème aussi. Hein. Godard, Melville, Verneuil, il a eu un sacré tremplin. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici cette petite bafouille astrale. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous voyez, je regarde encore, je fais un petit tour pour voir si je n'aurais pas oublié. Enfin, de toute façon, j'ai forcément oublié quelque chose, vous savez. Parce que là, en astrologie, on n'est plus jamais totalement un thème.
Oui, alors en 67, quand même, si, il faut que je vous montre quelque chose, parce que en 67, il y a eu cet incendie de ces studios. C'était le 29 juin 1967 où il perd tout. Hein. Il était en train de tourner à ce moment-là le Samouraï. Hein. Vous vous rendez compte, en plein tournage du Samouraï, ces studios prennent feu. Ça ne leur a pas empêché après de tourner une partie de l'Armée des Ombres dans le restant des studios qui lui restèrent. Mais là, alors, j'ai regardé un peu les transits, et le seul transit que j'ai trouvé qui pouvait avoir un aspect critique dans son thème, c'était la conjonction Uranus-Pluton en Vierge qui était dans sa maison 8, vous voyez, qui peut marquer un coup du sort, la 8 étant une maison de, quand même, d'épreuve, hein, c'est ici, vous voyez, au carré de sa lune natale, vous voyez, Pluton et les deux, là, étaient au carré de sa lune natale, au semi-carré, vous voyez, de son milieu du ciel, la lune par elle-même étant maîtresse de 7, maîtresse de Pluton, vous voyez, c'est la seule configuration que j'ai trouvée qui pouvait marquer un coup dur. Mars en plus à ce moment-là, vous voyez, arrivé pas loin du Soleil. Mars est une planète de feu. Bon, ici il y a quand même l'agression de Mars, voilà. Vénus, quant à elle, était alignée sur son Mars natal. Vous voyez, Vénus qui est une planète qui est très importante parce qu'elle est maîtresse de son Soleil, de Mercure et sa maison 9 sur Mars opposée à Uranus. Vénus qui symbolise son univers. C'était un artiste qui symbolise la beauté, qui symbolise la création, et qui se met pile sur son opposition, qui marque son indépendance. Donc tout ce qu'il avait créé, tout son univers esthétique a été chamboulé, a été détruit. Jupiter était aligné sur Neptune, vous voyez, et puis le Soleil, le 29 juin 67, était en conjonction de son Pluton natal. Donc il y avait ce jour-là une conjugaison, vous voyez, de configuration. Alors, je vous le dis tout de suite, en toute honnêteté, vous savez comment je suis, je m'amuse pas. Vous voyez, même Neptune, regardez, au carré de Mars et d'Uranus. Et ça, Neptune, il faut s'en méfier quand elle est en dissonance. Surtout en aspect de Mars, ça peut être un coup dur qui vous fout complètement à ras les pâquerettes. C'est la multiplication des emmerdements et des agressions. Et vous voyez, Neptune était en plus au double carré de son opposition Uranus-Mars dans l'axe des finances. Ça a été pour lui terrible, parce qu'il avait tout investi avec ses propres capitaux. Je crois que ça a dû être un sale coup pour lui. Alors, l'origine de cet incendie demeure mystérieuse. Bon, mais vous voyez un peu la conjugaison des aspects. Ce jour-là, même le Soleil était au sesquicarré du Neptune en transit, voyez-vous. Vous voyez un petit peu ce qu'il y avait. Saturne, quant à lui, bon, en transit était ici. Il est opposé à son Mercure. Bon, la Lune, elle est très très rapide, mais même la Lune... Alors, 8h23, évidemment, vous ne tenez pas compte de l'heure, parce qu'avec la Lune, il faut tenir compte quand même à 1 degré toutes les 2 heures, mais il avait une Lune qui rentrait en Bélier. La Lune insurrectionnelle, si ça se trouve, elle était peut-être à l'opposition, enfin c'est peut-être... a fait 1 degré toutes les 2 heures, donc a fait 12 degrés, peut-être était-elle proche de Saturne au moment où il y a eu l'incendie, parce que j'ai pas l'heure. Mais vous voyez un peu les configurations qu'il avait, et alors, évidemment, c'est ce que je voulais vous dire, pour être honnête, vous avez ce thème-là, vous voyez des transits, vous mettez la personne en garde, vous dites faites attention, parce qu'il pourrait vous arriver une grosse difficulté, un événement difficile qui pourrait avoir des répercussions sur votre situation financière assez lourde. Vous avez quand même des configurations d'agression, de coups du sort, mais comment voulez-vous prévoir un incendie, franchement? C'est là où on voit qu'il y a une part du destin qui ponctue quand même la vie de chacun d'entre nous. Voilà. Et vous voyez quand même, les transits étaient éloquents. Regardez, tout de même. Vous voyez, et puis c'est Uranus-Pluton qui était installé au carré de sa Lune. Bref, ouais. Ça aurait pu être même un pépin de santé pour lui à ce moment-là. Vous voyez, de toute façon, vous savez, il est mort... il est mort après, vous savez. Je crois que de toute façon, cette destruction a dû avoir un retentissement sur lui, puisqu'après, il est mort en fin de compte, ouais, 5-6 ans après. Il est mort 5 ans après, non 6 ans après. Donc, on voit que ça a eu un retentissement. Enfin voilà, écoutez, sur ce, j'arrête, je vous souhaite une agréable journée.
Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.